qu'on a vendu la marque Adormi à Victoria's Secret en 2023 pour $600 millions. Ça appuie beaucoup sur, je dis l'IT. Je sais que ça énerverait mon CTO parce qu'il ne parle pas d'IT, mais c'est comme ça qu'on me parle dans la main. On me dit IT au lieu de parler de tech. Et c'est déjà le début de la mauvaise compréhension. Cette double appartenance, est-ce qu'on a une boîte de tech qui fait de la mode ou est-ce qu'on a une boîte de mode qui fait de la tech? Et on a beaucoup débattu en interne et on n'a jamais réussi à trancher. Moi, j'ai toujours été contre les org charts. Voilà, ça, c'est ma philosophie. Il ne faut pas dessiner un org chart. Et pourquoi? Et donc, on avait une organisation qui était à la fois complexe. Ça veut dire quoi pour toi ne pas dessiner un org chart? Vous n'aviez pas le droit, c'était interdit si quelqu'un le faisait. Pourquoi? Parce que vous dessinez un org chart, tu crées les silos en fait. Vous commencez à siloter. Parce que les gens disent, ah voilà, et puis après, quand ils ont un meeting pour bien faire, ils disent, je vais demander à mon head, et l'information repasse, alors que nous, on était. Tu voulais vraiment créer de l'horizontal. Donc, comme on expliquait notre organisation, et c'était pas facile, c'est nous sommes une constellation, il y a plein de points, avec des points qui brillent un peu plus que d'autres parce qu'ils sont un peu plus gros dans le système. Bienvenue dans AI, Retail and Beyond, le podcast où l'on explore comment l'IA et la technologie transforment les marques et redéfinissent leur manière de créer, de marketer et d'opérer. Dans ce podcast, j'accueille des dirigeants qui reviennent sur leur parcours, leurs décisions, leurs doutes et qui nous partagent leur retour d'expérience simplement et sans filtre. Avec un seul objectif, repartir avec des idées concrètes, pragmatiques et directement actionnables. Salut Romain. Bonjour Manuel. Comment tu vas? Très très bien, et toi? Je suis ravie d'enregistrer avec toi aujourd'hui. Tu as un parcours incroyable avec des expériences où je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre. Donc je suis ravie de pouvoir avoir cet espace pour te poser toutes les questions et en tirer la substantifique moelle. D'accord, on y va pour toutes les questions alors. C'est parti. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, me parler un peu de ton parcours et des différents moments charnières? D'accord. Mon parcours, il est classique. Grande école, je fais du conseil chez McKinsey pendant 7 ans. Je me suis beaucoup amusé, j'ai beaucoup appris, j'ai fait plein de choses. J'ai fait un petit break pour faire un MBA à l'INSEAD. Et au bout de 7 ans et avoir travaillé dans 12 pays dans le monde, je voulais faire quelque chose de plus entrepreneurial. Et là, chez McKinsey, j'avais un ami qui était en train de monter un projet qui pivotait. Il m'a dit « rejoins l'aventure ». Et c'était l'aventure Adormi. Donc ça, c'est un moment charnière. À ce moment-là, on est en 2013 et je me retrouve à New York à travailler dans la fast fashion pour vendre des sous-vêtements à nos amis américains. Donc transition à McKinsey, lingerie à New York, quoi. Exactement. Grand écart. Même si, en fait, j'imagine qu'on parlera de l'aventure Adormi, on a beaucoup intégré des choses qu'on avait appris parce que déjà, c'était pas mal et puis on ne savait pas faire autre chose, donc on a fait du McKinsey. Et donc, Adormi, on a eu, comme toutes les marques de mode, toutes les aventures humaines possibles avec les ups, les downs. Voilà, mais l'aventure, c'est bien fini. Enfin, elle n'est pas finie d'ailleurs, mais elle s'est finie pour moi. Parce qu'on a vendu la marque Adormi à Victoria's Secret en 2023 pour $600 millions. Et je suis resté 2 ans. Et après, j'ai quitté le groupe Victoria's Secret, qui en a fait partie. Et puis, j'ai pris un petit temps de break familial pour me ressourcer. Et puis là, je suis revenu à Paris en septembre. Et je m'implique sur différents projets autour de la mode, la tech, la sustainability. Et parce qu'il se passe plein de choses. Ok, trop bien. Et bon, on va parler d'Adormi, en effet. Je pense que j'ai plein de questions sur Adormi. Peut-être l'aventure Adormi, les cofondateurs, vous étiez combien? C'était quoi vos profils? Tu m'as parlé de celui qui est venu te chercher. Alors, c'était vraiment une équipe. Donc, il y avait tout au début, il y a eu Morgan qui était un de mes amis de McKinsey, donc profil consultant, ingénieur, les mines. Moi, profil consultant, business. Mais très très vite, on a eu 3 personnes qui nous ont rejoints, plus profil tech, notamment avec notre CTO, Bogdan Lukaciu, qui était en Roumanie, qui était un génie de la tech, pour être honnête, et qui est toujours un génie de la tech. Et d'autres personnes plus opérationnelles qui nous ont rejoints assez tôt. Et en fait, très très vite, on avait un mix de profils assez variés dans leurs appétences pour différents projets.
et assez complémentaires, très franco-roumain au début, on ne va pas se mentir, mais en fait, l'équipe s'est étendue naturellement. Est devenue plus féminine aussi, parce qu'au début, c'était un peu masculin, on ne va pas se mentir, et plus internationale, mais en gardant toujours un mix intéressant entre la Roumanie, qui représentait la tech, qui était très, très forte chez nous, le business, qui était pas mal francophone, pas franco-français, francophone. Okay. Et puis, les équipes plus créa, pour simplifier, qui étaient américaines. Je schématise. Multiculturel. Et aussi, finalement, quand je regarde les profils de départ, un ADN assez tech, finalement. C'est pas des profils qui viennent de la mode. Vous veniez de chez McKinsey, tu avais un ingé, tu avais un CTO. Du coup, ça crée une culture assez différente, j'imagine, de boîtes dans la mode plus traditionnelle, même des boîtes direct-to-consumer aujourd'hui, qui viennent peut-être plus de profils business. J'ai rarement vu un ADN aussi tech, finalement, dans des profils de fondateurs. Non, mais tout à fait. Et je pense que ça... En fait, la lingerie au sein de la mode, c'est pas un business facile. D'ailleurs, je ne recommanderais pas de lancer le business de lingerie. Pourquoi ? Parce que tous les business sont difficiles. La mode, c'est très dur. Et la lingerie, c'est un petit peu particulier parce qu'il y a beaucoup de... il y a beaucoup de tailles, donc ça génère des problèmes d'inventaire. Ça génère des problèmes de lead time qui sont entre 6 et 9 mois, donc c'est quand même beaucoup, même pour la mode. Temps pour et en fait, tu as beaucoup de complexité. Et en fait, nous, on venait un peu de l'école de l'optimisation. C'est-à-dire qu'on regardait les unit economics comme des gros geeks, comme ce qu'on savait faire. Et l'histoire, au début entrepreneuriale, c'était est-ce qu'on peut changer, l'operating model d'une entreprise de prêt-à-porter pour qu'elle soit plus efficace. Et à l'époque, on est en 2013, avoir un .com, c'était le summum de la tech. Enfin, je caricature un peu, mais c'était, en faisant du direct-to-customer, ça permet d'avoir un modèle qui est qu'en ligne, qui est plus efficace d'un point de vue business que quand on a des retail stores. Et voilà, et donc là, on travaillait en direct, on avait nos designers in-house, mais on travaillait en direct avec les manufactureurs. Et donc, on avait quand même une équipe très lean qui proposait des bons produits à bon prix sur un marché qui est quand même assez gros parce que c'est le marché américain, mais qui était vraiment une école un peu de l'optimisation, plus que tech, je dirais. Mais optimisation via la tech. Et puis après, on a toujours cette double appartenance. Est-ce qu'on a une boîte de tech qui fait de la mode ou est-ce qu'on a une boîte de mode qui fait de la tech ? Et on a beaucoup débattu en interne et on n'a jamais réussi à trancher. Parce qu'en fait, c'est la complémentarité des deux. Tu as besoin des deux pour faire ce que tu es en train de faire. Ouais, mais du coup, c'est cet ADN d'optimisation qui vous a emmené vers la tech. La tech a été un moyen. La tech a été un moyen de répondre à des besoins d'optimisation. Et bon, toi qui as vu beaucoup de marques, à quel point cette volonté d'optimiser et utiliser la tech pour faire ça a imprégné votre culture probablement et vous a aussi a peut-être été un marqueur de succès dans ce que vous avez fait. Enfin, comment tu vois ça ? Oui, clairement. Enfin, je pense que sans cet ADN un peu d'optimisation très fort en tech, on n'aurait pas réussi. Enfin, pour une raison simple, nous, on n'était pas des génies du marketing ou du design. Donc franchement, il fallait se distinguer quelque part. Bah, nous, on était efficaces. Mais ça, je te coupe là-dessus parce que être efficace, c'est pas suffisant pour le consommateur final. Donc c'est quand même que tu as réussi quelque chose sur le design, enfin en tout cas sur le produit que tu proposes. Non, mais tout à fait. Mais je dirais que c'est plutôt les petits fleuves qui font les grandes rivières. C'est-à-dire que et tu ajoutes un certain nombre de facteurs. Ce qui est en fait, t'as posé, il y a plusieurs questions dans ta question. Ouais. Clairement, ça a marqué la culture, donc ça a diffusé la manière dont on recrutait les gens, ce qu'on leur demandait, les centres de pouvoir au sein de l'entreprise. C'est-à-dire quand s'est fait racheter par Victoria's Secret, il y avait une centaine de développeurs en Roumanie, donc 100 personnes. Sur combien de personnes au total ? Au siège, on était 200. Donc il y avait une centaine de développeurs en Roumanie, environ 80 personnes à New York, avec les fonctions marketing, les fonctions de design des produits, les fonctions achats,
les fonctions finance, social media. Et puis, on avait à Paris un barycentre qui faisait plusieurs choses. La production, la sustainability, marketplace, bon, bref, qui était un peu au milieu. Mais donc, déjà, dans une entreprise de mode, vous avez rarement la moitié des effectifs qui sont la tech. Et je pense que ça montre un peu les dynamiques de pouvoir, la manière dont on appréhendait le problème. Et c'est assez atypique. Enfin, j'ai jamais vu une autre boîte de mode qui avait une telle balance des effectifs et qui était assez représentative de la balance du pouvoir, quoi. Tu as parlé justement des recrutements, des profils et de l'autonomie. Comment ça se traduit concrètement et c'est quoi l'impact de ça aussi dans la façon dont vous avez mené des projets? On avait les profils qu'on cherchait. Alors, nous, ça a toujours été, il faut que ça soit des têtes bien faites, motivées. Et on n'avait pas forcément besoin d'expérience. Alors, je ne dis pas que c'est un modèle qui est réplicable partout, mais on rentre junior en ayant la tête bien faite et puis on a des opportunités de grandir et honnêtement, on challengeait beaucoup. Et en fait, très, très vite, les gens, vous avez un écosystème bienveillant avec des gens forts et avec des méthodes de travail qu'on avait beaucoup fait venir de McKinsey, pour être honnête. Bah, ça a fait une sorte d'émulation individuelle et collective qui pousse tout le monde en avant. Alors, tout le monde raconte un peu ça, j'en ai conscience, mais c'était vraiment fort. Donc, on avait vraiment beaucoup de gens extrêmement brillants chez Adormi et qui venaient parce que l'aventure entrepreneuriale était sympa, aussi parce que l'aventure à New York, c'est sympa aussi quand vous êtes jeune, vous commencez votre carrière, et qui se retrouvaient avec l'opportunité d'avoir des grosses responsabilités très, très vite. C'est-à-dire qu'on avait évidemment un peu des systèmes de check and balance, mais vous sortiez d'école, au bout de 3 ans, vous dépensiez 3 millions de dollars sur Meta en montrant vos tableaux et en étant challengé une fois toutes les 2 semaines, un peu dans tous les sens. Mais voilà, il n'y avait pas 50 systèmes de contrôle à tous les niveaux ou des réunions à non plus finir. Voilà. Donc c'est ce que j'appelle avoir un type d'opportunité. Bon, là, c'est financier, mais on laissait aussi beaucoup de liberté à tout le monde. Et donc, les gens s'accaparaient des projets qui étaient un peu tendance. Et c'était très sympa parce que ça nous permettait de défricher très, très vite des nouveaux territoires auxquels on n'aurait pas forcément pensé au début. Ouais, en fait, c'est une culture de l'expérimentation, c'est ça que j'entends. C'est-à-dire que si tu donnes le pouvoir aux gens de pousser des idées, de les tester, que tu leur donnes les moyens de le faire sans avoir trop de contrôle, trop de hiérarchie, trop de système d'approbation, bah en fait, il se passe des choses et les sujets avancent et les opportunités se créent, quoi. Exactement. Et c'est pas toujours facile à faire vivre, on va pas se mentir, mais les institutions qu'on avait bâties au niveau des organisations favorisaient ça. Donc on avait des tas d'initiatives dans tous les sens. On avait à tout moment, on avait 200 initiatives qui se passaient avec le bon niveau d'autonomie et en même temps un peu de contrôle pour pas que ce soit n'importe quoi. Donc, et ça nous permettait d'aller assez vite sur des terrains. Je me souviens, TikTok, en 2020, il y a une fille de l'équipe qui dit « Ah, mais je voudrais lancer TikTok, c'est super. » On dit « C'est quoi TikTok ?» Non, c'était peut-être même en 2001, je suis un peu vieux, peut-être même 2017. Enfin, très très tôt, j'avais jamais entendu parler. Mais bon, plus rien ne m'étonnait après 6 ans aux États-Unis en marketing. Elle dit « Ah, c'est trop cool. » Elle essaye de m'expliquer en langage que je peux comprendre. Elle dit « C'est Facebook, mais pour les jeunes. » Ok, merci. Je prends le point. Ok, bah vas-y. Et puis bon, elle commençait à faire la petite vidéo que j'avais qualifiée d'un peu ridicule, qui sont propres à ce qui fait le succès sur cette plateforme. Et très tôt, on était là tôt, et donc du coup, on a un peu décrypté les codes, et puis en fait, on est un peu en avance de phase, donc on avait un peu de traction, et puis voilà, et puis ça devient un moment un projet, et puis maintenant, bah voilà, c'est un réseau social comme un autre, avec ses opportunités, ses challenges et compagnie, mais ça nous permettait toujours d'être en avance de phase sur beaucoup, beaucoup de sujets. Voilà, donc l'expérimentation, on a encouragé l'expérimentation, on laissait les gens aller, on vérifiait un peu que ça allait dans le bon sens. Et puis, évidemment, comme toute expérimentation, il y en avait qui n'allaient nulle part et d'autres qui décollaient. Mais c'est intéressant, cet ADN très tech qui est assez unique.
parce que justement, tu as ce côté expérimentation qui vient aussi un peu de cette manière de la startup tech qui doit tout le temps itérer pour comprendre quel est le bon canal, quel est le bon produit, avoir ce côté très analytique aussi, de regarder ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Vous avez... tu vois, tu me parlais de TikTok sur lequel vous étiez assez tôt, en disant en mode expérimentation, et puis après ça grossit. Qu'est-ce que vous avez testé du coup sur quoi vous avez été super en avance comme autre sujet à part TikTok? Tu as d'autres exemples? Il y en a beaucoup. Je pense que la première fois qu'on s'est connecté à OpenAI avec les API, c'était en octobre 2020. Et on ne savait pas ce que c'était. Et c'était nos ingénieurs tech roumains qui ont dit c'est super, c'est le futur. Et on leur disait faites ce que vous voulez. De toute façon, on a autre chose à faire qu'écouter vos équilibrations de tech. Et voilà, ils étaient très contents. Et puis après, quand c'est devenu un peu connu, ils nous ont dit, ah super, je savais pas que ça fait 3 ans qu'on était sur OpenAI, c'est bien, merci de nous le dire. Voilà, BigQuery, donc ça c'est cloud. On a construit notre première data warehouse à partir de 2015, qu'on a comme tous les projets tech, on a rebâti un an plus tard, mais on était les premiers en Europe à être sur Google Cloud. Et les premiers en Europe sur Google Cloud. Ouais. Pour une marque de lingerie. Ouais. Incroyable. On a construit nos entrepôts aussi. Alors ça, c'est encore une autre histoire. On avait construit Adormi Service, nos entrepôts, okay. Donc, avec des petits robots partout là. Et donc là, on a combiné. Alors c'est un peu un truc de supply chain, mais pour les gens de supply chain, c'est un peu excitant. On a combiné différents hardware qui existaient, okay. Avec des petits robots partout. On trouvait ça super excitant. Et non seulement donc celui qu'on a acheté, il y en avait 10 qui avaient été livrés aux États-Unis. Et après, il y avait une autre truc de tech où ils en avaient vendu 4 aux États-Unis, 2 à nous, et 1 à Amazon, et 1 à une 4e marque. Et donc, nous, on trouvait ça super parce qu'il fallait combiner les deux. Et en plus, non seulement c'était nouveau, mais en plus, on les a combinés parce qu'on disait c'est que du software. Et donc, on a réussi à avoir un setup de warehouse qui était très, très, très efficace. Et ça, on était en 2018, donc très très tôt. Et voilà, alors maintenant, 7 ans plus tard, ça serait un bon petit setup Amazon. Mais ça, c'était un exemple d'expérimentation en avance de phase. En fait, vous n'hésitiez pas à vous dire, en fait, on peut le faire nous-mêmes. C'est-à-dire que là où peut-être une marque plus traditionnelle va se dire, en fait, je vais acheter déjà. Quand est-ce que j'achète? Qu'est-ce que j'achète? À qui j'achète? Enfin, tu vois, il y a tout un process où vous avez une idée. Et en fait, vous avez les ressources en interne pour potentiellement développer cette solution. Donc, j'imagine que vous avez eu ce questionnement de dire, est-ce que je le fais ou est-ce que je l'achète? Comment vous avez arbitré ça? Ça, c'est toujours nécessité fait loi. Si je prends l'histoire de l'entrepôt, c'était plutôt un traumatisme parce qu'on avait commencé en étant sur un 3PL en anglais on dit, donc un entrepôt sous-traité comme toutes les marques de mode. Et en fait, on avait fait notre deuxième levée de fonds. On était dans la période la plus stratégique pour nous, qui était la période de la Saint-Valentin. Et évidemment, on a toutes nos campagnes de télé, c'est super. Et l'entrepôt nous plante parce qu'ils sont désorganisés, ils n'ont pas les bons process et tout. Donc là, énorme traumatisme. En tant que COO, vous avez les oreilles qui chauffent. Et avec l'équipe, on s'est dit, plus jamais on veut se retrouver dépendant de ça. Ouais. Et donc, on a dit, on va le faire. Et alors là, on a un peu benchmarké et tout nous disait, ne le faites pas. C'est-à-dire que les investisseurs disent, c'est plus simple d'avoir des coûts variables. Tout le monde disait, vous n'êtes pas des logisticiens et tout. Mais je pense que la combinaison de on était hargneux et un peu barré, on a dit, on va quand même le faire. Et donc, on a loué un espace, puis on a fait venir un petit robot. Et évidemment, il y a eu pas mal de drames parce que ça a pris quelques mois de retard et tout. Mais on l'a fait. Et en fait, c'est devenu un avantage concurrentiel énorme pour nous. Parce que quand vous êtes une petite marque et que vous sous-traitez un logisticien, évidemment, lui, son métier, c'est d'avoir 15 clients, aucun des clients qui est gros, donc il n'a pas les processus qui sont optimisés. La data, vous vous rendez compte qu'il y a différents layers de software qui ne parlent pas bien, et donc du coup, vous perdez du temps, alors que là, on a tout réussi à bien brancher, ce qui nous a pris un peu de temps.
Mais une fois qu'on avait tout bien branché, on avait une compréhension, une optimisation de notre entrepôt, et c'était intégré, qui était hyper forte et qui nous a permis de faire d'autres types de business plus tard, qui étaient plus complexes, mais pour lesquels on était équipé. Mais alors après, la question que tu poses, bah oui, entre make or buy, c'est pas facile. Et en fait, comment tu l'arbitres? Parce que tu vois, là, je pense que tu as ce côté, en fait, tu as été planté à un moment du business, un moment de l'année qui est genre critique. Donc, ça pèse extrêmement fort dans la balance à ce moment-là. Je pense que en tant que founder, tu te dis, on peut pas se retrouver dans cette situation à nouveau. Donc, je pense que tu as un incentive très fort. Mais il y a plein de projets où je pense que c'est pas aussi franc. Ah non, mais la question... Et est-ce que vous avez switché des fois? C'est-à-dire commencer à le faire en interne, puis trouver quelqu'un qui le faisait mieux que vous? Et vous avez dit, en fait, on a compris le truc, maintenant, on peut le déléguer à quelqu'un? Ouais. En fait, c'est des allers-retours. Parfois, on faisait nous-mêmes et on l'a passé en externe. Parfois, on faisait en externe et on l'a internalisé. Parfois, on a fait des allers-retours, mais on était content de l'aller-retour parce que ça nous a permis de mieux comprendre. Ouais. Donc, c'est vraiment... c'est quelque chose d'assez assez émouvant. Et en fait, c'est là où avoir une bonne compréhension des systèmes, qui n'est pas un truc très sexy, est importante. Qu'est-ce que tu entends par compréhension des systèmes? Comment tu branches tes systèmes, comment ils vont. Je te donne un exemple. Quand on a commencé, on était sur une plateforme qui s'appelle Magento. Ouais. C'était avant Shopify, qui était bien en 2012, mais qui n'était pas tip-top. Mais au moins, il y avait un peu toutes les fonctionnalités, c'était un peu cohérent. Et puis notre Magento, on l'a customisé, c'est un peu devenu un Frankenstein avec différents modules, certains qu'on faisait nous-mêmes, certains... Et puis graduellement, on a quasiment tout internalisé. Et Shopify n'existait pas à l'époque, donc si c'était à refaire, peut-être qu'on aurait eu une autre stratégie, mais à l'époque, c'était un peu... Et on avait quelque chose qui fonctionnait et on voulait à un moment faire... on était en train de grandir, on avait de plus en plus de challenges d'inventaire. Et donc, comment tu optimises ton inventaire? Comment tu forecastes à 6 mois au niveau du produit, au niveau de la taille? Et donc là, on voulait faire un peu les grands. Et on dit, écoute, on va passer avec un software spécial d'inventaire. C'est super. Là, on l'a fait. On benchmark, on voit. Et puis, à l'usage, l'équipe nous dit, l'algo, il est bête, quoi. L'algo, il nous dit quoi? En fait, une fois que vous avez compris le blabla marketing, l'algo, il dit, tu vendais 100 de ce produit-là l'année dernière. Cette année, tu vas faire 20% de croissance, donc cette année, tu vas en acheter 120. Et nous, on disait, parce qu'on a un peu des geeks, pas besoin d'un algo pour faire ça. Non, mais en fait, on a lancé 4 produits adjacents. Comment est-ce qu'on prend en compte comment est-ce qu'on prend la cannibalisation des ventes si on lance un produit qui est un soutien-gorge noir comme celui-là, comment on forecast un nouveau produit? Et en fait... le software qu'on a choisi à l'époque, il faisait pas ça. Il disait juste... Donc on a dit, franchement, pour faire un truc aussi tarte, on est mieux de le faire nous-mêmes et on va pas payer une fortune pour un software qui fait ça. Et donc là, on a réinternalisé, puis on a redéveloppé des tas de choses. Et c'était un peu le cœur du nucléaire, parce que l'inventaire dans la mode, c'est quand même le cœur du nucléaire. Ouais. Et 7 ans plus tard, on rencontre des gens qui sont super, super forts en IA, vraiment très forts. Donc, ils développaient un pilote avec... l'armée américaine pour recréer un GPS sur base des données. On est très impressionnés. Mais ils n'ont jamais fait de mode. Donc, ils nous ont dit, est-ce qu'on peut bosser ensemble parce que nous, on est très bons en IA, et peut-être donc on bosse avec eux. Et c'est vrai qu'ils étaient très forts sur leur partie, mais en l'occurrence, on se disait, ouais, pour ce dont on a besoin, on n'a pas besoin d'eux, on reste nous-mêmes. Mais voilà, mais en fait, c'est toujours une espèce de questionnement. Et en fait, quand tu me posais la question des systèmes, faut pouvoir comprendre où ça va, ne serait-ce que quelle source de data t'as, parce qu'en fait, c'est hyper... Est-ce que tu prends en compte les returns, les returns? Mais tu as besoin d'une vue un peu plus... Faut un peu pouvoir... une vue d'ensemble, un peu modulariser. Et souvent, ce qui n'est pas facile, c'est que c'est des sujets un peu qui sont mis sous le tapis dans la mode. Et en fait, c'est important pour un peu take back control. Mais est-ce que tu n'as pas aussi une problématique, c'est que le fait que les responsabilités soient partagées. C'est-à-dire que chacun a une vue de son scope. Et ça, sur un sujet comme ça, tu as besoin d'avoir une vue d'ensemble du process
pour comprendre ce que tu as en amont sur le forecast, ce qui est sorti au niveau des ventes. Enfin, tu vois, il y a une espèce de chaîne entière. Et donc, les responsabilités sur cette chaîne, elles sont partagées. Donc, comment tu fais pour qu'il y ait une personne qui ait cette vue d'ensemble? Tu vois, est-ce que c'est lié au découpage des rôles ou de toute façon, tu as forcément une personne qui a tout ça? Mais j'ai la sensation que souvent, le problème, il vient plutôt de... En fait, tu as des silos. Et donc, c'est extrêmement compliqué d'avoir cette vision d'ensemble. Ah bah c'est sûr, les silos, c'est le grand challenge de toute organisation. Enfin, on va pas se mentir. Est-ce que ça, vous l'avez craqué du coup? Alors, par une organisation en particulier. Je mettrais plutôt qu'on a réussi à repousser le problème aussi longtemps que possible. Okay. Et en fait, c'est un mix de culture d'entreprise, c'est-à-dire encourager les gens à se parler. Donc, je vous donne un exemple. La tech, ils étaient en Roumanie. Ils venaient régulièrement à New York. On avait un appart à New York et on voulait qu'ils restent 3 semaines et qu'ils s'assoient avec l'équipe qui designait les produits pour comprendre ce qu'ils faisaient. Et puis, donc déjà, il y avait déjà physiquement les mettre un peu dans la même salle et encourager ces boucles. Après, c'est les projets. En fait, les projets, c'est comment on s'organise pour que les projets, un peu toutes les différentes composantes sont représentées. Et donc, vous aviez... si quelqu'un voulait lancer un projet, limite il dit je veux faire ça, et puis il a un peu une sorte d'appel à volontaire, et dans le mix de l'équipe on s'assurait qu'il y avait différents types de personnes, et puis après il y a un peu un langage commun à créer, et donc c'est sûr que ceux qui maniaient la data, qui comprenaient le système, avaient une espèce d'avantage compétitif, parce que les gens les voulaient un peu dans leur projet, parce qu'ils arrivaient un peu à se démerder, et puis après à force d'avoir une culture d'encouragement et puis aussi des systèmes qui permettent ça, petit à petit, vous arrivez à créer en permanence de la transversalité. Donc, il n'y a pas de règle magique, mais si toute personne passe 80% de son temps au sein de son équipe et 20% avec d'autres équipes, en fait, ça permet d'avoir des interfaces plus propres. Je pense que la première question, c'est, vous prenez quelqu'un qui travaille dans une équipe, quel est le pourcentage de son temps qui passe avec des gens qui lui ressemblent dans son équipe? Si c'est plus de 75%, c'est un peu un problème. Donc nous, on a encouragé ça. Et puis après, il y a aussi des petites ruses un peu... qu'on utilisait. Alors, moi, j'ai toujours été contre les org charts. Voilà, ça, c'est ma philosophie. Il ne faut pas dessiner un org chart. Et pourquoi? Et donc, on avait une organisation qui était à la fois complexe. Ça veut dire quoi pour toi, ne pas dessiner un org chart? Vous n'aviez pas le droit, c'était interdit. Si quelqu'un le faisait, alors je l'attrapais par la main, avec l'org chart classique, avec une petite boîte, avec le CEO tout en haut, qui fait 5 boîtes, marketing, tech, voilà. Et puis après, les gens dedans. Et en fait, pourquoi? Parce que vous dessinez un org chart, tu crées les silos, en fait. Vous commencez à siloter. Parce que les gens disent, et puis après, quand ils ont un meeting pour bien faire, ils disent, je vais demander à mon head, et l'information repasse. Alors que nous, on était... non, voulais vraiment créer de l'horizontal. Donc, comme on expliquait notre organisation, et c'était pas facile, c'est... nous sommes une constellation, il y a plein de points, avec des points qui brillent un peu plus que d'autres, parce qu'ils sont un peu plus gros dans le système. Et en fait, chaque projet, vous avez 10 petites étoiles qui font, et il n'y a pas besoin d'aller demander l'autorisation, de faire ci et ça. Mais... en vrai, toutes les gens qui arrivaient chez Adormi, les 3 premiers mois, c'est impossible à comprendre. Et je leur disais, vous inquiétez pas, vous n'allez pas comprendre la relation les 3 premiers mois. Mais au bout de 3-4 mois, les gens comprenaient. Et puis s'ils ne comprenaient pas, nous, on comprenait pour eux que c'était pas fait pour ce type d'organisation, parce que c'est un peu déstabilisant. Parce qu'il y a beaucoup... Il faut aussi savoir naviguer cette... c'est pas traditionnel. Donc en fait, il faut comprendre... que finalement, t'es un point dans cette constellation et que c'est à toi d'aller construire ton petit réseau, tu fais ton chose. Et en fait, tu ne vas pas t'appuyer sur un manager. Alors, tu as des managers, mais ils sont plus en mode point mais en tout cas, tu vois, il n'y a pas... Enfin, je trouve ça intéressant. Tu es le premier à me parler de ça, de pas d'org chart et de constellation. Intéressant. Donc, mais ça traduit la culture et le côté autonomie, prend des décisions, pousse des projets. En fait, il n'y a pas de... T'as libéré l'organisation d'une structure trop rigide qui l'empêcherait, tu vois, de dire faut que j'aille valider avec mon chef et pour lancer quoi que ce soit. Trop bien. Et moi, j'ai le souvenir, parce qu'on parle beaucoup de tech, et j'ai le souvenir quand on s'est rencontrés il y a 1 an et demi, on a parlé d'IA, on a parlé de création de contenu avec de l'IA. Et moi, à ce moment-là, je lançais Kira, et donc nous, on commençait à s'attaquer à cette problématique de comment on aide les marques
à créer des visuels, à créer de la vidéo avec de l'IA. Et on avait l'impression d'être déjà très, très tôt. Et toi, tu m'expliques, non, mais nous, ça fait déjà 6 mois, 1 an qu'on fait des tests, qu'on expérimente. Toujours cette culture de l'expérimentation. Et là, j'étais tombée de ma chaise. C'est-à-dire que quand je vois aujourd'hui, là, déjà 1 an et demi après, où on en est encore sur cet usage-là et à quel point il y a un besoin de transformation, d'accompagnement des marques sur ces sujets, vous étiez déjà super en avance, comme tu l'as décrit sur OpenAI et comme tu l'as décrit sur TikTok. Mais c'est vrai que c'était encouragé. Et je me souviens même, je t'avais envoyé une vidéo d'une personne de l'équipe, Constantin, que je salue au passage, qui était relativement junior dans l'organisation, mais qui tenait le projet et qui avait été parlé à une conférence de ce qu'il faisait. Donc je t'avais envoyé la vidéo, donc on parlait déjà en conférence de ce qu'on faisait. Et c'était assez atypique, effectivement. C'était atypique parce que quand on voit le tabou qu'il y a autour de l'IA et que je vois cette conférence-là, on parle de ça il y a 1 an et demi et la conférence, elle doit avoir 2 ans, moi j'étais là genre, ah ouais, ils y vont, ils testent. Et c'était un retour d'expérience. Cette conférence, c'est un retour d'expérience, de tests, des expérimentations, déjà avec cette culture aussi d'ouverture, de partage. Enfin, moi, j'étais extrêmement bluffée et impressionnée. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre justement comment on opère ces transformations. On a parlé beaucoup de tech, et là, on est dans ce virage de l'IA qui impacte toutes les entreprises, mais encore plus des industries comme celle de la mode et le retail en particulier, parce qu'il n'y a pas que la mode, il y a aussi tout le retail qui doit prendre ce virage-là, qui est un virage qui est compliqué, qui nécessite de la transformation. Et c'est ça aussi dont j'ai envie qu'on discute. C'est, vous avez été précurseur sur plein de sujets, vous y êtes allé sur l'IA, comment ça s'est passé, tu vois ? On a parlé de la photo, de la vidéo sur lesquelles vous avez fait des tests. Est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels vous avez mis en place de l'IA et comment vous avez géré tout ça ? C'est aussi des grands changements. Oui, alors je pense que dans notre ADN, on avait effectivement la chance d'être très start-up dans l'esprit, très tech, donc on avait aussi un avantage concurrentiel. Parce que ce qui n'est pas facile, c'est que, et donc je ne présente pas que ce qu'on a fait chez Adormi est représentatif de ce que les autres entreprises de la mode peuvent faire, même si je leur souhaite. Ce qui se passe, c'est qu'on a un peu accumulé au cours du temps des actifs matériels comme une belle base de données bien clean qui permet de faire des tas de choses dans tous les sens plutôt qu'avoir 15 systèmes qui ne se parlent pas, ce qui est le classique malheureusement. Des actifs immatériels comme des manières de travailler, des talents en entreprise. Donc, du coup, c'était plus simple, ça faisait une plus belle base sur laquelle s'appuyer plutôt que partir de pas grand-chose. Donc, en fait, les problématiques de transformation des entreprises, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Et tout dépend aussi de ton point de départ. Ouais, ça, c'est clair. Tu as ton point de départ, et puis où est-ce que tu veux aller ? Et en fait, l'erreur serait ne pas s'appuyer sur ses forces parce qu'elles existent, juste courir derrière le truc un peu la petite mode du moment. Et donc ça, c'est se tromper de point de départ et puis se tromper sur le point d'arrivée, à savoir être soit trop ambitieux, soit pas assez ambitieux. Enfin, je pense que c'est pas facile de jouer ça. Et en fait, ça demande une compréhension assez fine des organisations, de la culture d'entreprise, du projet d'entreprise, et mettre tout ça, voilà, en fait, c'est une transformation. Et donc c'est pas facile. Voilà, comme toute transformation, c'est pas facile. Et là, je dirais que la difficulté, en plus avec l'IA, c'est vrai que c'est un peu turbochargé, c'est un peu vertigineux. La vitesse de diffusion. Ça va très vite. Dans la mode, historiquement, c'est pas un secteur qui s'appuie beaucoup sur, je dis l'IT. Je sais que ça énerverait mon CTO parce qu'on parle pas d'IT, mais c'est comme ça qu'on parle dans la mode. On dit IT au lieu de parler de tech, et c'est déjà le début de la mauvaise compréhension. Et donc du coup, et après qu'il y a vu beaucoup de modes un peu de tech qui finalement ont été nulle part, parce que là on parle de l'IA, c'est cool, mais il y a 5 ans, on parlait de métaverse qui était nulle part. Enfin, je veux dire, il y a aussi parfois des vagues tech qui non, il faut pas surfer toutes les vagues. Il faut pas surfer toutes les vagues, il faut bien la surfer. Alors celle-là, elle a l'air assez grosse. Bon, je pense que ça vaut le coup de la surfer, mais il faut la surfer en ayant en tête que
elle est grosse et donc faut y aller, mais pas se prendre pour le roi du monde juste parce qu'on a déclaré qu'on est IA friendly, quoi. Enfin, non, mais c'est ce que tu disais au final, c'est que vous aviez un socle déjà très tech. Donc pour vous, c'est un virage beaucoup plus facile à aborder. Ceci étant, tu as quand même des enjeux. Ça reste un enjeu de transformation parce que je pense qu'une des grandes peurs autour de l'IA, c'est aussi à quel point ça change l'organisation du travail. Est-ce que ça remet en question des fonctions dans l'entreprise ? Donc ça, j'imagine que vous avez eu aussi ces questionnements-là, ou en tout cas des peurs des gens en interne de dire « Attends, mais si tu utilises l'IA à cet endroit, quid de certains jobs dans l'organisation ?» Oui. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est effectivement, il faut l'adresser. Alors nous, quand on a commencé, c'était encore un peu gadget, donc ça faisait un peu moins peur. Et en fait, quand on a beaucoup parlé d'IA depuis des années, avec tout le monde qui faisait des petits trainings, qui apprenait un peu à prompter assez vite, quand c'est arrivé, on disait c'est super, on vous équipe pour les trucs du futur. Je me souviens, il y a plus de 2 ans, on avait fait une sorte de hackathon en interne, et à la fin... Vous faisiez des hackathons en interne? Ah bah oui, c'est tous les ans. Alors là, c'est toute une histoire. Là. Mais c'est un autre sujet. Et puis on promptait, et puis ça se finissait. Je me retrouvais en finale contre la CMO, et puis et il fallait faire un poème, et puis l'écrire. Et puis moi, j'avais fait une sorte de haïku, parce que je dis décris-moi, je sais pas quoi, décris-moi dormi, en mode haïku chinois, et ça avait fait un truc genre Lao Tzu qu'il avait écrit, et voilà, c'était un peu cool à l'époque. Alors là, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'IA fait beaucoup plus peur, parce qu'effectivement, et en interne, il y a beaucoup de freins dans la plupart des entreprises, parce que c'est un peu un non-dit. Et donc, je pense qu'il faut adresser le problème. Alors après, on peut l'adresser de différentes manières. On peut le mettre sous le tapis, on peut dire tout va aller très bien, alors qu'en fait, tout ne va pas aller très bien. Pour tout le monde, on peut être des opportunités, ou de toute façon, perdu pour perdu, autant sauter dans la piscine. Et voilà. Et en fait, faut un peu faire sa sauce, quoi. Mais bon, là, je le dis en jetant quelques idées sur la table de manière un peu caricaturale, mais en fait, c'est pas une sauce facile à prendre, parce que vous mêlez des sujets stratégiques, des sujets people, culture d'entreprise, trouver les bonnes initiatives, histoire de coûts, parce qu'il y a plein de choses qui valent très cher et qui n'ont pas forcément un bon ROI. Donc, aller faire ça dans des organisations qui sont comme toutes les organisations, ont des problèmes business, ont des silos, ont des intérêts contradictoires entre les différents départements. Donc oui, c'est pas facile. Mais toi, tu penses que parce que vous aviez cette culture, plus que vous y êtes allé très tôt en mode expérimentation, ça a permis d'évangéliser et d'éviter le fait que les gens s'inquiètent finalement? Oui, parce que franchement, nous, c'était un peu un continuum. Ouais. En fait... Ouais, non, mais il n'y a pas de gestion du changement à faire finalement. Non, pas sur ça, franchement. Parce que l'IA, c'est l'enfant de la big data, et la big data, c'était le truc cool il y a 6 ans, et on était déjà à la big data conférence à raconter ce qu'on faisait avec nos bases de données. Donc c'est cet aspect. Je pense que c'est dans tout changement, il faut s'appuyer sur une certaine continuité qui rassure. Donc là, au début, c'était vous savez, avec toutes nos datas, là, avant on codait pour sortir une belle analyse. Et puis maintenant, en fait, le code va être plus rapide. Voilà. Et alors après, parfois, il y a des espèces d'avancées qui sont rapides parce qu'on trouve le bon pilote. Nous, un des grands sujets qu'on avait chez Adormi, c'est écrire les descriptions de produits. Alors, quand vous sortez, comme nous, 50 produits par mois, dont 15 soutiens-gorge, les gens qui s'occupaient de la description de produits, c'était un peu répétitif. Ouais. On va pas se mentir. Et donc, le jour où on a pu faire un petit pilote et on disait sors-moi 3 descriptions du même produit par rapport aux attributs qu'on a donnés dans notre base de données sur le produit, c'est une bralette jaune, ouais. et aussi la stratégie marketing du moment, oh, it's Christmas, voilà. Et que là, ça vous sort en 10 secondes sur 100 produits, 3 descriptions par produit, une qui est plus poétique, une qui est plus SEO-friendly et une qui est, je sais pas, un mix des deux. La fille qui s'occupait de ça, elle dit, génial, je vais gagner trop de temps. Mais comme on avait la chance d'être dans un contexte de croissance, elle disait, du coup, je vais être prompteuse
de ma description de produit et ça va me libérer du temps pour faire autre chose. Et donc, elle se disait pas, mon Dieu, je vais me faire remplacer par l'IA. Mais c'est ça la... Non, mais il y a quand même une transformation de son job, d'une Oui. certaine manière. Oui. De se dire, bon, bah, en fait, j'écris plus, mais sans fiche. J'ai un outil qui me permet de le faire, je vais faire ça plus vite, mais du coup, ça me libère pour autre chose. Voilà, mais il y exactement. avait un autre chose. Il y avait un autre Ouais. chose, et puis ça a libéré de tâches qui sont un petit peu fastidieuses. Donc en fait, il faut aussi... Ça devient une opportunité après d'explorer d'autres pans. Parce que du coup, elle compétences. pouvait branch out avec le SEO, et du coup, j'ai parlé avec eux, ils disent qu'il faut mettre en valeur ça. Donc en l'occurrence, ça permettait de faire des choses à plus haute valeur ajoutée et plus intéressantes. Donc c'est ce qu'on faisait. Ouais, donc vous avez été très tôt sur ces sujets de fiches produits, d'automatisation de fiches produits. Vous l'avez fait en interne ? Tout en interne aussi, sur ça ? Non, alors ça on s'était appuyé sur une société qui s'appelait Writer et qui faisait ça. Et en fait, on était toujours sur cette histoire d'avance de phase. Ils nous avaient contactés parce à la fin, on était un peu connus comme les gens qui étaient un peu SEO friendly et tech friendly dans la mode. Ouais. Et du coup, ils voulaient faire un pilote avec nous. On était leur premier client. Et nous, c'était bien parce que quand on était à chaque fois le premier client, on pouvait bien négocier. Et puis après, on faisait des case studies. Alors, vous allez sur la page du site web de la SaaS maintenant, on a toujours Adormi, Exam Case. Okay. Et ça faisait un peu un cercle vertueux. Et en fait, à chaque fois, c'est l'avantage d'être un peu... d'avoir le first mover advantage. Ouais. Okay. Mais là, c'était en externe. Et c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire, je pense, parce qu'on n'avait pas la... Mais tu n'as pas une capacité à tout absorber tout le temps, toutes les expérimentations. Ok, très clair. Et bon, là, je pense qu'on l'a dit, vous aviez un parcours atypique pour une marque. Maintenant, tu as un CEO d'une marque traditionnelle qui se dit ok, l'IA, c'est là. Et la tech, de manière générale, on sait qu'on doit se transformer. Par où commencer quand on n'est pas un Adormi avec 100 tech en interne? Il vient te voir, il te dit qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que tu lui recommandes, tu vois? Ça serait quoi un peu les conseils que tu donnerais avec ton expérience, mais avec le recul de se dire, en fait, si je suis une marque traditionnelle, j'ai pas les mêmes cartes dans mon jeu. Déjà, je parlerai à d'autres gens. Qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui marche. Chercher du retour d'expérience. Un peu un retour d'expérience. Après, je pense qu'il faut être lucide sur son point de départ, ses forces. Et tu as un budget, tu n'as pas de budget. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut savoir comment tu surfes la vague. Il ne faut pas être trop ambitieux, pas assez ambitieux. Exactement. Après, je pense qu'il faut, dans l'hypothèse où vous dites, OK, on est là et on veut aller là, avoir un cap, bien l'expliquer. Voilà, un cap sur 2 ans. Alors, c'est typiquement un projet de transformation à 2 ans. Bon, ça, c'est un peu corporate, mais c'est quand même pas mal. Expliquer. Et là, il y a un... bien l'expliquer. Et là, il y a certains types de modèles sur les transformations d'entreprise qui sont assez fortes. Il y a un des frameworks chez McKinsey qui est hyper puissant, qui est le Individual Change Model, qui dit que pour faire le changement, il faut faire 4 choses, en fait. Et les gens, ils changent leur comportement quand il y a une histoire qui est comprise. Parce que c'est juste, on va faire l'IA, c'est pas une histoire. Non, c'est une vision, en fait. C'est comprendre la vision. Après, il y a un aspect role modeling, c'est-à-dire que les gens s'inscrivent dans la vision. Donc, si par exemple, le CEO débarque, on dit on va faire l'IA, et on dit et toi, et après, il dit oh non, surtout pas, moi je check pas mes mails. Du coup, on va perdre en crédibilité. Est-ce que les gens ont les skills pour ça? Et donc, c'est pas juridique, donc ça veut dire un peu de training, un peu. Voilà. Et après, il y a reward and consequence, ce qui veut dire vous donnez un peu d'argent aux gens qui se comportent bien, et puis à un moment, vous dites aux gens que ça marche pas bien de partir. Bon, vous n'êtes pas obligé de la version. Mais voilà. Mais il faut travailler en fait sur ces 4 axes. On a besoin d'une incentive finalement. Et souvent, dans les transformations, les gens n'en font que 1 ou 2. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans une organisation, il y a tout type de profil. Et ça dit que si vous ne travaillez pas sur ces 4 quadrants, vous allez rater. Si vous ne travaillez que sur 2, si vous faites que la vision et le role modeling, ça ira nulle part. Si vous faites que la partie reward and consequence, si vous dites si on fait ça, vous avez un bonus et sinon vous êtes viré, et que les gens ne comprennent pas la vision, ça ne va pas prendre. Donc en fait, il faut travailler sur les 4 quadrants. Alors après, ça peut être, vous mettez le travail. Donc ça, c'est important. Et ça, c'est
c'est des outils de conduite du changement qui existent depuis longtemps. Voilà. Et dans le cas tu m'as parlé de l'IA, je pense que c'est une période qui n'est pas facile parce que généralement, les boîtes de mode ont peu d'actifs tech. Ouais. C'est pas moi qui le dis, il y a eu une étude de Bain qui est sortie qui montre que les budgets consacrés à la tech dans la mode sont en pourcentage du chiffre d'affaires la moitié ou le tiers des autres secteurs. Donc on parle de beaucoup. Et des secteurs qui sont comme la banque ou les télécommunications, mais aussi des secteurs qui aussi ont des problèmes de marge, pas comme le secteur aérien. Donc c'est vrai qu'il y a peu d'actifs tech pour commencer. Alors ça peut devenir un avantage parce qu'au moins il y a moins d'historique. Il y a moins d'historique, voilà. Mais en fait, c'est donc voilà. Et puis après, dans l'IA, il y a tellement de choses qu'on est vite perdu. Donc je pense qu'il faut. Il y a beaucoup de fausses promesses aussi. Il y a beaucoup de fausses promesses, et je pense qu'il faut réussir à sélectionner ce qui est important, mais pas urgent. C'est-à-dire qu'il faut le lancer maintenant et être prêt dans 1 an ou 2. Donc, on n'a pas de base de données. Ça, c'est un sujet. Il faut distinguer ce qui est important, mais pas urgent, mais au sens urgentissime. Il y a ce qui est brillant, mais pas si important. Donc, c'est genre, ah oui, la grande transformation qui va tout faire avec Copilote, alors que vous n'avez pas un process qui tient. C'est brillant, mais en fait, ça va nulle part. Selon moi, je suis un peu radical, mais je préfère le dire. Et 3, ce qui est urgent. Et en fait, comme souvent, les entreprises de mode, malheureusement, ils sont urgents, ils ont une problématique de cash. C'est-à-dire, vous dites, en fait, là, on va y aller, on va prendre ce petit projet, ce petit process, et l'IA va nous faire à 1/10 du prix. Voilà. Et là, vous êtes là, il ne faut pas se cacher. Et là, on dit, on va essayer d'optimiser notre PNL. Alors, ça ne va pas forcément dire remplacer des gens, mais peut-être avoir moins externalisé certains trucs. Et ça, mais c'est urgent parce que souvent, les problématiques de cash sont un peu urgentes dans la mode. Mais du coup, parce que tu vois, je reviens à ton premier point, c'est que si tu fais un plan à 1 an, 2 ans, moi je trouve que les technologies vont tellement vite que ce que tu es en train d'évaluer maintenant, tu vois, avec une sorte de planification, va être obsolète aussi très rapidement. Donc ce que j'aime bien dans ton dernier point, c'est finalement, si tu as un enjeu très court terme, ce que j'aime bien là-dedans, c'est que tu peux avoir un côté très expérimental, de dire, en fait, on a tu vois, c'est très identifié, c'est très borné, et tu peux dire, là, en fait, si on veut optimiser ça, en fait, faisons un POC. Enfin, tu vois, faisons un projet pilote, et tu as un truc très concret qui emmène les gens aussi dans... On n'est pas en train de faire que des plans de choses qui vont sortir de façon trop lointaine. Mais la vision, c'est ça que je trouve moi, qui est la compliqué. vision, je pense pas que ce soit des plans. Ce qui est, il y a un chercheur d'Harvard en innovation qui s'appelle Christensen. Il est fascinant. Et en fait, il dit que les bonnes entreprises, elles arrivent à avoir une espèce de vision à 3-5 ans, mais qui est un peu high level, mais ils sont très flexibles sur ce qui va se passer. Parce que quand vous êtes trop rigide, quand il y a beaucoup de changements, vous vous plantez. Et en même temps, si vous n'avez pas de vision, vous êtes toujours au moindre vent, vous tournez à gauche à droite. Et tu ne prends pas des bonnes décisions. Je pense que ça peut tenir sur, en fait, dans 2 ans, on veut avoir 80% des gens qui utilisent l'IA dans 15% de leurs tâches aujourd'hui. C'est pas très détaillé, c'est assez large. En fait, ce que tu veux dire, c'est la vision, elle est à long terme. Après, ça sert à rien de décliner pour dire, c'est celui ça, parce que là, vous allez perdre 3 mois à 10 années, puis ça sera. Après, vous commencez par un petit, et je pense qu'il faut commencer par des choses qui sont, d'ailleurs, comme c'est une phase d'expérimentation, qui ne doivent pas trop vous coûter, parce que je pense que sinon, qui ne vont pas vous ajouter trop de complexité dans l'organisation, parce que c'est une sorte de coût un peu caché. Oui, absolument. Et en fait, du coup, qui fit bien dans vos process existants. Ouais. Je pense que quand vous n'êtes pas du tout mature d'un point de vue tech, avoir un projet cross-team qui va tout faire, moi, j'y crois pas. Je dis pas ça parce qu'il faut emmener trop de gens. Parce que là, vous commencez à payer plein de consultants. Et moi, j'ai des consultants, donc je suis plutôt pro-consultant, mais qui font des trucs, vous comprenez pas ce qu'ils font. Donc là, je pense pas que ce soit le bon projet. Vous commencez par 2-3 dans l'organisation je sais pas, admettons que vous avez une organisation avec 10 équipes et vous dites chacun doit avoir 2 projets IA qui peuvent défendre et comprendre, qui ne sont pas trop compliqués, et dans 12 mois, on se revoit. Et puis après, vous vous assurez que ça commence. Bon, c'est pas mal. Et puis après, un jour, vous allez connecter, connecter de manière harmonieuse les trucs. Mais bon, faut faire avec son point de départ, quoi.
J'aime bien les frameworks. Je viens du product, donc on aime bien les frameworks. Mais ton framework McKinsey avec ses 4 cadrans, je pense qu'il est intéressant parce qu'il permet aussi de se dire, bon, en fait, est-ce que j'ai pensé à couvrir à la fois la vision. Je pense que la vision, c'est un élément extrêmement important pour embarquer les gens, pour savoir où est-ce que tu vas. Ça permet, je pense, aussi de prendre des bonnes décisions. Parce qu'en fait, quand tu es dans très court-termiste, tu vas prendre la décision qui t'arrange très vite sans te dire que ça ne va pas du tout dans le sens de ta vision. Je pense que le training est un élément aussi extrêmement important. Parce que les outils bougeant tellement vite, je pense que, moi, c'est ce que j'entends tous les jours, c'est que les gens n'arrivent pas à suivre. Oui, et en fait, ça crée énormément d'anxiété. Ah bah oui, d'ailleurs, je ne présente pas du tout être un grand goût de l'IA, loin de ça, moi-même. Mais oui, mais je pense qu'il faut commencer quelque part, un peu comprendre, décrypter. Donc être très pragmatique finalement aussi, par quoi tu commences. Et je pense que dans la mode aussi, il faut réussir à avoir des gens, et c'est pas si courant, qui ne parlent pas que le langage de la tech. Il y a toujours... Il faut aussi des gens qui comprennent la mode et la tech au même niveau. Et c'est pas facile parce que souvent, les petits génies de la tech, ils débarquent avec leur basket et compagnie. Ils vous parlent d'API, de RAG, de je sais pas quoi. Et puis vous lui dites, tu sais comment on produit un produit, et dit il parle de product. Pour lui, le product, c'est product design, comme ce que tu dis, alors que dans la mode, un produit, non, c'est un vêtement. Donc déjà, on parle pas le même langage. Donc faut déjà avoir trouvé, c'est même pas un traducteur, il faut un interprète, c'est-à-dire qu'il peut vraiment décrypter les deux mondes, et puis comme ça met un peu en confiance. Je pense que sinon déjà, c'est mal parti, quoi. Mais c'est clair. Hyper intéressant. On va passer à notre dernière partie. On a parlé beaucoup de tech, on a parlé d'IA. Il y a un dernier sujet dont j'avais envie de parler qui est quelque chose sur lequel tu travailles depuis plusieurs années. C'est aussi comment on rend les marques plus sustainable. Je n'ai pas le mot en français, mais durable. Plus durable, merci. On aura fait de toute façon plein d'anglicismes dans cette session, donc c'est bon. On peut s'en permettre un de plus. Parce que justement, la tech peut être aussi au service de rendre la mode plus durable. Comment toi tu vois les choses là-dessus, et c'est quoi qu'est-ce que tu as mis en place sur cette partie qui, je pense, intéresse aussi beaucoup de dirigeants de marque, parce que l'IA c'est bien pour faire plein de choses, mais il y a cet enjeu de durabilité, et je pense que tu as aussi plein d'astuces ou plein d'idées là-dessus. Oui, alors effectivement on a fait beaucoup de choses sur la durabilité chez Adormi, sachant que notre point de départ, on est donc en 2013 et on fait de la fast fashion pour du mass market aux États-Unis avec un price point. Ça part très mal. Mais en fait, en 2019, on a une espèce d'épiphanie. On s'est dit, non, mais il faut y aller. C'était le moment où je venais d'avoir mon premier fils. Je me suis dit, non, il faut y aller. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un peu notre écosystème en redécouvrant un peu tout, mais on l'a fait à la manière Adormi, donc un peu tech, regarder un peu tout. Et on n'a pas tout fait bien. Mais je pense qu'on a fait quelque chose qui ne sont pas liés à la tech d'ailleurs, qui était la bonne manière selon moi. C'est-à-dire qu'on a mis ça en mode, c'est la transformation de l'entreprise. On a comme on n'avait pas d'argent, en fait on a eu tout de suite un mindset un peu de ROI qu'on a mis tout de suite dans le truc, en mode est-ce que c'est un projet qui a le coup. On a aussi on était assez clair assez vite que nos clients Jenny Smith de l'Arkansas, elle, la durabilité, ça ne l'intéressait pas. Donc, du coup, on n'a pas essayé de s'auto-convaincre qu'il allait y avoir une demande incroyable sur le sujet. Et en fait, ça nous a permis d'éviter un certain nombre d'écueils que je vois beaucoup dans l'industrie, c'est-à-dire parier sur un green premium imaginaire qui n'arrive pas, commencer à développer des collections capsules avec des produits qui finissent 2 fois plus cher. Et en fait, alors qu'en fait, il y a beaucoup de leviers qu'on peut faire qui ne vont pas forcément affecter votre business model. Et donc là, on a travaillé sur les matières, on a mis un peu plus de produits recyclés. On a aussi mis en place tout un accélérateur pour travailler avec un certain nombre d'entreprises et être en avance de phase. Je pense qu'à une entreprise qui s'appelle Everdye en France, on a commencé à bosser avec eux. Ils étaient juste dans un laboratoire à trouver un processus de teinture génial, sachant que les teintures, c'est 1/3 de l'empreinte carbone globale de la mode, alors que le transport, c'est 2%. Donc, c'est vraiment beaucoup plus important que le transport. Mais en fait, on a bossé avec eux pendant 2 ans.
On leur a juste dit, on sera prêt quand vous serez prêts. Et bien, ils n'étaient pas prêts. Et tous les 6 mois, ils décalaient de 6 mois. Et puis à la fin, ils étaient prêts. Et on a lancé la première collection avec eux, qui était franchement une révolution, parce que c'était un procédure de teinture à froid, donc il n'y a pas besoin de carbone. Donc vous réduisez d'un tiers l'émission carbone du produit. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, et je pourrais en parler pendant des heures. Par rapport à la tech, est-ce que la tech... Ça, c'est technologique. Hein. Oui, c'est technologique. Oui, mais c'est pas tech au sens... C'est pas tech au sens tes tech, petits mais il y amis a les quand même... codeurs. Mais après, je pense que est-ce que la tech en tant que telle va rendre la mode durable ? Non, mais en fait, permet de faire des choses qui étaient très compliquées avant, c'est-à-dire de mieux comprendre, de mieux forecaster. Donc nous, l'inventaire, par exemple, on a réussi avant, on faisait encore pas mal d'envois par avion. On a changé nos algos, et puis on a 2 mois de plus de lead time, ce qui est un vrai casse-tête d'un point de vue organisationnel et statistique. Mais on est tout passé en bateau. Et en fait, la durabilité, le challenge de la durabilité dans beaucoup de secteurs, mais dans la mode, c'est que ça touche à beaucoup de parties de l'entreprise. Un peu de création de produits, un peu de production, un peu de trucs d'achat, un peu de marketing. Et en fait, avec les silos, ça passe pas bien. Et en fait, la tech, ça permet de faire un langage et de faire des choses qui n'étaient pas forcément possibles avant. Voilà. Ok. Et ouais, donc ta tech, elle vient faire une couche qui permet... Parce qu'en fait, je repensais à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que finalement, c'est comme pour l'IA. C'est que tu as tes équipes, tu sais que chacune doit avoir un impact sur la pensée de comment on rend les choses durables à chaque moment du process. Et donc là, ce que tu dis, c'est que toi, ta couche de tech au-dessus, qui est commune, elle vous a permis de... typiquement, tout ce que tu décrivais sur la partie forecast, quoi. Ça, c'est un exemple. C'est un exemple, mais ça a été un moyen d'aligner les équipes et de trouver des solutions pour que ça fonctionne. Après, on a aussi fait une vision, une roadmap sustainability qu'on expliquait en poussant les choses. Et puis l'organisation aussi a évolué par rapport à ça. Au début, on a dit on ne va pas avoir d'équipe sustainabilité parce qu'on veut que ce soit toutes les composantes qui en font et que ça va être très vite old school d'avoir une équipe sustainabilité. Et puis après, 3 ans plus tard, on a dit c'est peut-être pas mal d'avoir un peu de pouvoir central pour supporter les équipes et mieux comprendre. Enfin, on a un peu ajusté le tir en fonction de notre maturité aussi. Hein. Ok. Hyper clair, on arrive au bout du temps. Dernière question, si on se reparle dans 5 ans, tu penses qu'on en est où sur ces questions de transformation dans la mode ? Qu'est-ce qu'on fera mieux et où est-ce qu'on en sera d'après toi ? Question dure. Je pense qu'on est, pour tout un tas de raisons, on est quand même dans un point de bascule. Ouais. Le monde ne va pas très bien, il y a beaucoup de backlash un peu partout. L'arrivée des acteurs chinois qui fait un peu peur. La tech qui mange tout. Donc je pense que dans 5 ans, ça sera très différent et bien malin qui pourra prévoir ce que ça va être. Après, donc je pense qu'il va y avoir on va avoir une espèce de phase un peu darwinienne avec des marques qui émergent, des marques qui se réinventent et d'autres qui vont beaucoup souffrir et qui vont soit disparaître, soit devenir, on va commencer par le négatif, soit devenir une petite couche de branding powered by OpenAI ou Chine. Donc il y a quand même, ça va quand même être un moment assez musclé et donc voilà. Après, ça peut être aussi, c'est aussi dans ces moments un peu, ces périodes de grands changements qu'il y a aussi des grandes opportunités. Je pense que paradoxalement, dans 5 ans, on sera beaucoup plus avancé sur la sustainabilité dans la mode qu'aujourd'hui, on aura trouvé des protocoles de partage d'informations qui fait que c'est plus simple de comprendre, que j'espère que les marques de mode arriveront à mieux gagner leur vie sur leur valeur ajoutée plutôt qu'être dans une situation aujourd'hui un peu de racket organisée où la moitié peut-être un tiers du PNL d'une marque de mode, c'est plus ou moins de la pub sur Facebook. C'est juste pas tenable. Ouais. Et donc en fait, je pense qu'il va y avoir un peu des changements de logiciels, des opportunités qui vont arriver. Donc
C'est pas facile. C'est plus simple aujourd'hui dans la position de commentateur du match. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que maintenant, tu as une perspective. À la tête d'une entreprise de mode, dans une mode. Mais je pense qu'il y a quand même des très belles choses. Donc après, c'est un projet collectif, parce que en fait, je pense que tout le monde est un peu dans le même. Tout le monde est un peu dans la même galère. Et je pense que les solutions seront collectives. Et l'avantage des marques de mode qui ont beaucoup d'atomicité, c'est des petits business à chaque fois, c'est que c'est assez évident que seuls, ils n'arriveront pas à s'en sortir. Donc je pense qu'il va y avoir une poussée naturelle vers plus de collaboration. Il y a déjà des institutions qui le poussent un peu, je n'ai pas mentionné, mais je suis au bord d'ENAMOMA, qui est un regroupement de différentes universités, les Mines, Dauphine, et d'autres universités qui essaient de faire la mode plus responsable. Il y a une espèce de phase de clarification avec ce qui était brillant, même dans la durabilité, va disparaître parce que ça ne marche pas. Les grands fashion pacts qui parlent mais qui font rien, ça va pas. Les gens vont se désintéresser. Et en même temps, il y a d'autres choses qui vont émerger. Je sais pas, des alliances un peu incongrues. Decathlon qui va faire un truc sympa avec, je sais pas, H&M et LVMH. Enfin, et en fait, ça va être un moment intéressant. Donc, il va falloir être bien accroché. Ok, beaucoup de changements pour les 5 prochaines années. Je me note ça. Bah, voilà, écoute, on se revoit dans 5 ans. On se revoit dans 5 ans. Merci beaucoup, Romain. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci. À bientôt. Merci d'avoir écouté AI Retail and Beyond. Cet épisode vous a plu? Alors abonnez-vous et laissez-nous 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. À bientôt pour un prochain épisode.